Bonsoir et bienvenue au journal du soir sur Télé Liban. Voici les principales informations de ce jour. Rebondissement dans l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth. Les généraux Abbas Brahim et Tony Saliba ont été entendus séparément par le juge Tariq Bitar, chargé du dossier. L'interrogatoire du général Brahim a duré plus de 2 heures et à sa sortie, il a déclaré avoir assisté à la séance pour montrer que la plainte en responsabilité contre le juge Bitar n'a pas pour but de bloquer l'enquête, mais de souligner les infractions commises dans le processus. Dans un communiqué, ses avocats ont insisté sur le fait que le général bénéficie d'une immunité administrative, mais qu'il a choisi de répondre malgré tout à l'interrogatoire. Le général Tony Saliba a lui aussi été entendu pendant 2 heures. Il a confirmé ses précédentes déclarations faites au juge Fadi Sawan avant de quitter les lieux sans commentaire. Ce double interrogatoire survient alors que le juge Bitar fait face à des critiques, mais affirme vouloir poursuivre coûte que coûte son travail dans une affaire qui a coûté la vie à plus de 220 personnes et blessé des milliers d'autres. Toujours dans le port de Beyrouth, au centre de l'actualité, avec le président Joseph Aoun qui a créé la surprise en se rendant sans préavis d'abord à la direction de l'immatriculation des véhicules à Dékouane, puis au port de Beyrouth. Accompagné du ministre de l'Intérieur, Ahmed El Hajjar, le président Aoun a voulu observer le fonctionnement de l'administration et écouter les doléances des citoyens. Face aux citoyens étonnés, le président Aoun a lancé un message fort. Celui qui couvre la corruption en est complice. Vous êtes nos yeux, tout abus que vous constatez, vous devez nous le signaler à moi et au ministre. Si vous ne le faites pas, vous serez responsable. Le président s'est ensuite entretenu avec le colonel Nazih Koubrosli, directeur par intérim du service, à qui il a demandé d'accélérer le traitement des dossiers et de redoubler d'efforts pour répondre aux besoins des citoyens. Aoun a également inspecté les salles d'examen, insistant sur l'application stricte de la loi pour garantir la sécurité routière. Puis direction le port de Beyrouth, où il a visité les postes de sécurité, les douanes et le terminal à conteneurs. Il a insisté sur une surveillance douanière rigoureuse et une perspection juste des taxes sans aucune tolérance envers les contrevenants. Il a enfin appelé les usagers à dénoncer tout acte illégal, affirmant qu'il n'y aura plus de complaisance, quelle que soit l'autorité concernée. À l'occasion de la Pâque juive, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé son engagement à ramener les otages toujours détenus dans la bande de Gaza. Dans une vidéo adressée aux Israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré « Pour beaucoup de familles, il y aura des chaises vides. Ensemble, nous ramènerons nos otages ». Ces propos interviennent alors que Donald Trump a évoqué des progrès concrets dans les négociations. Selon lui, nous approchons du moment où nous pourrons les récupérer. Selon plusieurs médias israéliens, l'Égypte et Israël auraient échangé des documents sur un nouveau plan de trêve, une pause humanitaire de 40 à 70 jours, contre la libération de 8 otages vivants et de 8 corps et la remise en liberté de prisonniers palestiniens. Depuis le 7 octobre, 251 personnes ont été enlevées par le Hamas, dont 58 seraient encore retenues selon l'armée israélienne. La guerre continue et Israël a repris les bombardements le 18 mars et selon les autorités du Hamas, plus de 1500 Palestiniens ont été tués depuis cette date. Un espoir fragile au cœur d'un conflit qui s'enlise. Illustration de ce conflit, la nuit de terreur qu'a vécu Khan Younis dans le sud de la bande de Gaza. Une frappe israélienne a fait 10 morts, tous membres d'une même famille, selon la défense civile palestinienne. Des secouristes retirent les corps des décombres, les enveloppant dans des sacs blancs et des couvertures avant de les transporter vers un hôpital. La maison ciblée appartenant à la famille Al-Farra a été totalement détruite. Les témoignages évoquent des tirs de chars israéliens intenses à Khan Younis.
Pendant ce temps, 2 autres Palestiniens ont été tués dans une frappe à Beit Lahia dans le nord. Dans un communiqué, l'armée israélienne affirme avoir frappé 40 cibles en 24 heures. Son porte-parole en arabe appelle les habitants de Gaza à évacuer plusieurs quartiers. Les forces israéliennes annoncent une intensification de leurs opérations dans la zone tampon entre Rafah et Khan Younes, dite corridor de Morag. Depuis la reprise de l'offensive le 18 mars, 1522 Palestiniens ont été tués selon les autorités du Hamas, portant le bilan total à plus de 50 000 morts depuis le 7 octobre. Un retour au cessez-le-feu reste pour l'instant hors de portée. Loin des concertations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie en ce qui concerne la guerre de l'Ukraine, qu'en est-il de la réalité en Ukraine, notamment pour toute une génération marquée par cette guerre? À Sloviansk, dans l'est de l'Ukraine, l'adolescence se vit sous les bombes. Depuis plus d'une décennie, la guerre forge le quotidien des jeunes comme Bogdan, 15 ans, capable de reconnaître à l'oreille le type de munitions qui s'abattent sur sa ville. Depuis l'invasion russe en 2022, la ligne de front n'est plus qu'à une dizaine de kilomètres. Mais pour ces jeunes, la guerre a commencé bien plus tôt, en 2014, lorsque Sloviansk a été brièvement occupé par des milices pro-russes. Dans un centre caritatif de la ville, Sloviansk-Biria, ces adolescents se retrouvent, s'entraident et rêvent d'un avenir incertain. Se réveiller demain, c'est déjà un plan, confie Anna, 14 ans, le regard grave. La maturité est imposée, Bogdan suit des cours de premier secours de self-defense. Mais il se libère par la musique dans un groupe de rock avec ses amis où il chante en ukrainien dans une région pourtant russophone. Il refuse de fuir. J'ai tout ici, ma vie, mes amis, dit-il. Malgré les bombes, ces adolescents résistent à leur manière entre désillusion et espoir. Et en attendant une percée sur le front russe-ukrainien, un tournant diplomatique inattendu est en train d'être négocié. L'Iran et les États-Unis se retrouvent ce samedi à Oman pour des pourparlers à haut niveau sur le nucléaire iranien après des années de tensions et de rupture totale du dialogue. Mais à seulement quelques heures d'une rencontre diplomatique cruciale, prévue donc ce samedi à Oman, les tensions continuent de monter entre les États-Unis et l'Iran. Côté américain, c'est Steve Witkoff, émissaire pour le Moyen-Orient, qui mènera les discussions. L'Iran sera représenté par le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Ces discussions interviennent 6 ans après la sortie fracassante des États-Unis de l'accord de 2015 sous Donald Trump et alors que les sanctions américaines étouffent l'économie iranienne. Ismail Bagaï, le porte-parole iranien, avait déjà affirmé « Nous donnons une véritable chance à la diplomatie malgré la rhétorique hostile des États-Unis ». Au cœur des discussions, la levée progressive des sanctions contre des garanties sur le caractère civil du programme nucléaire iranien. Pour Bagaï, Téhéran attend de voir le sérieux de l'autre partie. Mais l'atmosphère reste tendue. Donald Trump a réaffirmé qu'une action militaire restait possible si les négociations échouaient. En retour, Téhéran menace d'expulser les inspecteurs de l'AIEA, un geste qui serait perçu par Washington comme une escalade dangereuse. En parallèle, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions élargies au réseau pétrolier iranien, une partie de la stratégie de pression maximale de Donald Trump qui a déjà menacé de bombarder l'Iran si la diplomatie échouait. L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire, jamais a-t-il affirmé. Téhéran, de son côté, rejette toute négociation sous pression, assurant que son programme nucléaire est uniquement civil. Dans ce climat tendu, des discussions exceptionnelles doivent se tenir à Mascate, capitale du sultanat d'Oman, entre le ministre iranien Abbas Araghchi et l'émissaire américain Steve Witkoff. À ce stade, ni Washington ni Téhéran ne semblent vouloir céder. C'est un nouveau drame aérien qui bouleverse la ville de New York. Un hélicoptère de tourisme s'est écrasé dans le fleuve Hudson, provoquant la mort de 6 personnes, dont une famille espagnole avec 3 enfants et leur pilote américain. Le Bell 206 venait de décoller d'un héliport au sud de Manhattan et quelques minutes plus tard, selon les témoins, l'hélice s'est brisée en plein vol.
L'appareil a alors piqué du nez avant de s'abîmer brutalement dans les eaux glacées du fleuve. Malgré l'intervention rapide des secours, aucun survivant. Le maire Eric Adams a confirmé la tragédie, tandis que le président Donald Trump a exprimé sa tristesse sur Truth Social, évoquant des images horribles et promettant une enquête rapide. Et enfin, la note finale de ce journal, nous soulignons que a été lancée la Fondation Femmes Leaders francophones, qui a été officiellement lancée lors d'une cérémonie organisée dans les locaux de Télé Liban en présence du ministre de l'Information. Cette initiative vise à promouvoir le leadership féminin dans l'espace francophone. Fondation Femmes Leaders francophones, la FFLF, a lancé aujourd'hui son association depuis les studios de Télé Liban. L'événement s'est déroulé sous le patronage du ministre de l'Information, Paul Mourkos, et en présence de personnalités culturelles et médiatiques, ainsi que plusieurs ambassadeurs francophones. Fondation Femmes Leaders francophones vise à valoriser et soutenir les femmes leaders dans les pays francophones, notamment au Liban, tout en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat et la participation citoyenne. Son objectif est de créer un réseau solidaire de femmes engagées, capables d'influencer positivement leur société. Pour moi, cette fondation, c'est une consécration. Je pense que la femme libanaise, comme la femme tunisienne, a déjà fait ses preuves dans plusieurs domaines et à plusieurs niveaux. Donc ceci n'est qu'une consécration ou un lieu où toutes les femmes de la francophonie de par le monde peuvent échanger et partager pour un meilleur avenir pour la femme. Je voudrais dire que sans droits égaux au Liban, on n'a rien. C'est ce qu'il faut, des droits égaux, parce que la femme est aussi capable que l'homme d'obtenir des positions les plus élevées. Pour moi, c'est une réitération de faits dans la société libanaise. Je suis d'accord que l'homme et la femme sont égaux, et je viens d'un pays où c'était établi depuis longtemps, mais puisque je suis marié à une Libanaise depuis 38 ans, je peux vous dire que le rôle de la femme libanaise, si elle n'est pas à égalité avec l'homme, elle est peut-être encore plus. Le lancement de la FFLF marque ainsi le début d'une initiative prometteuse pour l'émancipation des femmes dans l'espace francophone. C'est la fin de ce journal. Merci, bonsoir.